bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous reviendrons sur l'édition 2018 du Téléthon. À deux pas de là, nous vous amènerons dans les allées du marché de Noël aux couleurs cette année de la Nouvelle-Orléans. Quels sont les moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances sonores des chantiers en principauté? Épisode 2 de notre feuilleton. Et nous rejoindrons Paris pour assister à la traditionnelle cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac. Il est arrivé vendredi sur la darse sud du Port Hercule. Le village du Téléthon s'est installé le temps du week-end en principauté. Nous sommes allés à la rencontre des bénévoles et des visiteurs. Il est 10h, le marché de Noël voisin est encore endormi, mais sur le village du Téléthon, les bénévoles ne chôment pas. Les stands sont déjà prêts à accueillir les premiers visiteurs. Des peluches, des jouets, des vêtements comme neufs ou encore des sacs faits main par les bénévoles de cette association d'Aise. On fait tout surtout à base de capsules de canettes, beaucoup de recyclage et voilà, d'abord les sacs et puis des petits objets aussi. Et après il y a des personnes qui fabriquent avec du tissu, enfin il y a le tricot, on fait pour les prématurés aussi beaucoup de tricot pour les prématurés. L'association s'appelle Abracadabra et on se réunit tous les jeudis à la salle des fêtes de Aise. Voilà, on fait partie de la commune de Aise Village et voilà, on essaye d'exposer un maximum, donc plus on vend et plus on reverse. Les plus gourmands trouvent aussi leur bonheur sur ce stand qui prépare sandwich ou crêpes sucrées. Sur le village, c'est aussi l'occasion d'effectuer quelques achats de Noël. Quoi de mieux à cette période que d'offrir un cadeau acheté pour la bonne cause? J'essaye de passer chaque année, oui, parce que je trouve qu'il y a toujours de belles choses. Et que ce soit pour mettre sur la table ou bien un petit cadeau à quelqu'un pour l'arbre de Noël. L'association La Goutte d'eau, c'est une bande d'amis. On n'est pas très nombreuses, on est 5 et on est bénévoles, toutes bénévoles. Donc toute l'année, on se réunit, on fait des ateliers pour arriver à ce marché de Noël et on reverse notre recette au Téléthon. Ça fait combien d'années que vous êtes présent? Je crois que ça fait la 12e année. À côté de la goutte d'eau, d'autres exposants fidèles ont répondu présent. L'association des parents d'élèves de Monaco, le Bonsaï Club, Elière, la Forêt Magique ou encore le Harley Davidson Club Monaco qui proposera une parade un peu plus tard dans la journée aux côtés des Ferrari. Chaque stand reverse ses bénéfices acquis tout au long du week-end au Téléthon. Des sommes non négligeables qui seront destinées au financement de projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires et d'autres maladies génétiques rares, mais aussi à l'aide et à l'accompagnement des malades. Aujourd'hui, c'est le Téléthon, on voulait faire pour l'association. On est en train de s'entraîner à prendre du skate et après on fera une compétition qui gagnera une table du skate. La marraine du Téléthon, la baronne Elisabeth-Anne de Massy, inaugurait cette 32e édition en présence notamment du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé et le président du Conseil national. Autour des 11h, la grande échelle des sapeurs-pompiers fait une arrivée très remarquée. Les plus jeunes l'attendaient avec impatience. Il est justement à deux pas du Téléthon, toujours très attendu. Le village de Noël a ouvert ses portes vendredi et jusqu'au 6 janvier, vous allez pouvoir flâner dans ses allées aux couleurs de la Nouvelle-Orléans. Sandrine Nègre vous amène y faire un tour. Nous sommes en 1718 lorsque la Nouvelle-Orléans voit le jour. 3 siècles plus tard, aujourd'hui donc, la ville fête ses 300 ans. Un anniversaire sur le sol américain bien sûr, mais qui se célèbre aussi bien plus loin comme ici, à Monaco, sur le village de Noël. Vous savez qu'à la Nouvelle-Orléans, il y avait il y a toujours le carré français, ça s'appelle le Vieux Carré. Et donc on a reconstitué le Vieux Carré avec toutes ces magnifiques maisons, comme à la Nouvelle-Orléans. Et on a voulu donner, quand même, la Nouvelle-Orléans, c'est la plus grande ville de la Louisiane. Et donc la Louisiane, ce sont les bayous. Les bayous, ce sont ces méandres du Mississippi pour faire la navigation, qui sont encore utilisés aujourd'hui.
qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc vous avez des hydroglisseurs, vous avez des cabanes de pêcheurs, vous avez des stands aussi qui rappellent les pêcheurs des bayous. Alors normalement, Noël-Orléans, vous savez, est connu pour son carnaval. Donc au niveau de carnaval, vous avez tous ces colliers que je porte ici qui sont dans les arbres que l'on porte au cou, qui sont dans les maisons, qui sont distribués parce que c'est un porte-bonheur. Mais également pour Noël, évidemment il n'y a pas d'arbre de Noël, mais les arbres locaux sont décorés avec ces colliers qui sont illuminés. Gourmandise sucrée, plat salé comme sur ce bateau qui nous transporte sur le Mississippi, jeux, animations, cadeaux, sans oublier la toujours très attendue patinoire. Le village de Noël s'est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable pour le plaisir des plus petits et des grands. Tous les services de la mairie, même les administratifs, sont impliqués. Vous savez qu'il y a quelques jours, il y a la foire attraction qui est partie. Donc en 10 jours, tous les services se sont appliqués à reconstituer un village après le départ de la foire. Et nous reviendrons en détail sur tout ce qui est proposé sur ce village de Noël aux couleurs de la Nouvelle-Orléans très prochainement dans un Focus Info. La Nouvelle-Orléans qui vit naître, rappelons-le, en 1857, la princesse Alice, épouse du prince Albert Ier. Bon. Depuis la fin de semaine dernière et jusqu'à demain, nous vous proposons différents coups de projecteurs sur des chantiers en cours à Monaco pour vous permettre d'en connaître un peu plus sur la lutte contre les nuisances sonores après la rue Louis Notary et avant l'avenue d'Ostende. Prenons la direction aujourd'hui du Portier, Sandrine Nègre et Serge Prémont. Vous l'avez entendu, une différence de son existe entre ces deux séquences et elle est le fruit de techniques et de logistique. Les arrêtés ministériels concernant les horaires et les bruits sur les chantiers ont été publiés le 7 décembre. Mais ici, sur ce chantier du Portier, les mesures pour réduire les nuisances ont été mises en place depuis plus de 5 mois, comme l'illustre cette haute tour blanche. C'est assez confondant. Les matériaux qui sont issus de l'excavation du parking public du Portier, futur parking qu'on est en train de construire actuellement, on est du reste sur la fin de l'opération de terrassement, sont évacués par une trémie qui est un stylo de stockage qui nous permet de réguler la sortie des camions par rapport au fonctionnement du chantier. Et on a équipé les bennes à déblais qui permettent de charger cette trémie et les bennes des camions qui reçoivent les déblais en vue d'être évacués d'un résilient en caoutchouc très haute densité qui est vulcanisé à chaud dans les bennes, qui nous permet d'avoir un affaiblissement sonore relativement important qui est mesuré sur cette opération-là à peu près entre 5 et 10 décibels en fonction des heures de la journée, de l'orientation du vent, enfin de plein de choses. Car des appareils permettent de mesurer le tout chaque jour. L'atténuation est aussi à l'honneur à quelques mètres à peine au niveau du rond-point. 2 mesures importantes ont été prises. La première, c'est tous les postes de travail spécifiques générant du bruit, compresseurs, foreuses pour réaliser par exemple les parois berlinoises, sont isolés avec des bâches acoustiques spécifiques qu'on fait déplacer au fur et à mesure du déplacement des machines, pour encore une fois contenir le bruit à la source. Et on a une deuxième mesure un petit peu plus impressionnante à voir de l'extérieur, où la plus grosse pelle qui travaille sur le chantier, une pelle 40 tonnes, qui est déjà équipée d'un marteau brise-roche hydraulique spécifique, série environnementale, c'est-à-dire qui adapte la puissance des coups à la dureté du matériau pour justement ne pas taper trop fort quand il n'y en a pas besoin et pas générer des nuisances sonores trop importantes là où ça ne serait pas nécessaire. On a en plus confectionné une cloche acoustique qu'on suspend à la grue qui pour l'instant n'est pas très chargée parce qu'on n'a pas encore vraiment démarré les phases de béton de l'opération. Évaluer ce qui était utilisé auparavant pour évoluer vers des dispositifs moins bruyants et donc pas à pas vers l'exemplarité des chantiers. Voici l'un des objectifs de cette fin d'année et forcément du début d'année 2019. Le tout pour les riverains mais aussi pour les travailleurs sur site. C'est une tradition, chaque année au mois de décembre a lieu la remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac. Plusieurs projets liés au domaine de la culture et du patrimoine sont ainsi récompensés. Le reportage à Paris de Patricia Navarro et Thomas Deus.
C'est tout à la fois un hommage à un homme passionné et une mise en lumière du travail de personnes qui ont fait preuve d'un engagement remarquable. La remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac couronne chaque année des projets qui ne sont pas toujours connus du grand public, mais qui ont eu pour mérite d'entretenir des bâtiments emblématiques du patrimoine français ou de proposer de précieuses initiatives dans les domaines de l'art, des sciences et plus généralement de la culture. Fidèle au Prince Louis de Polignac, dont elle porte le nom, sa fondation reçoit chaque année des propositions des académies de l'Institut de France et de son conseil d'administration avant de déterminer son palmarès. Le but principal de notre fondation, je dirais sa vocation, est de garder vivante la mémoire d'un être exceptionnel qui a beaucoup compté en Principauté de Monaco, qui a été sa seconde patrie, il faut bien le dire. Et donc nous œuvrons et nous avons toujours présent à l'esprit cette idée de faire ce qu'il aurait voulu, de choisir les lauréats qui lui auraient plu, les œuvres dont il lui aurait convenu et pour lesquelles il aurait vraiment voulu que la fondation que nous avons créée après son décès, je tiens à le rappeler, c'est une fondation testamentaire, il m'a chargé de le faire, mais que cette fondation exécute plus que ses volontés, je dirais son esprit, et c'est ce qui a peut-être le plus essentiel chez un être humain, c'est son esprit, et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Et cette année, le prix du conseil d'administration est revenu à l'association L'Art Sacré 2, qui a pour vocation d'encourager la promotion de l'art sacré. Le grand prix de la Fondation a quant à lui été décerné à un travail titanesque dans lequel se sont lancés Irène Passeron et Alexandre Guilbeault, la création d'une édition numérique critique et collaborative de l'encyclopédie. Nous avons couronné deux jeunes gens, une jeune femme et un jeune homme, qui se sont attaqués tous deux à la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est quand même assez impressionnant parce que c'est un monument en soi, 35 volumes, 74 000 entrées, j'ai retenu ça. C'est effroyable, 2600 planches je crois. Donc de la part de Diderot et d'Alembert, c'était déjà immense. Et de s'y attaquer désormais, aujourd'hui, en la numérisant et en forcément l'augmentant de tous les savoirs de plus de siècles, c'est très impressionnant. Enfin, la médaille d'honneur de la Fondation a été décernée à l'un des héritiers de la dynastie Forbes. Christopher Forbes a reçu cette distinction pour l'important travail de restauration qu'a entrepris sa famille au château de Balleroy dans le Calvados. Cette cérémonie de remise de prix s'est achevée par un intermède musical. Le jeune musicien David Petrlik a donné un récital de violon. Il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2014. Et dans le reste de l'actualité. La troisième réunion des signataires du mémorandum d'entente sur la conservation des requins migrateurs se tient actuellement au musée océanographique. Ce mémorandum est le premier instrument mondial pour la conservation de cette espèce. Une espèce dont un quart serait sérieusement menacé. Le nombre de requins tués chaque année se trouve entre 63 et 273 millions d'individus. La Fondation Prince Albert II a fêté les 10 ans du Bali de Monaco, une soirée de gala organisée au Marina Bay Sands de Singapour, en présence du souverain, du ministre de l'Environnement de Singapour et de nombreuses personnalités. L'occasion de revenir sur 10 ans de présence de la Fondation en Asie, dont la branche est présidée par Jacqueline Desromandie. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Mardi, une journée particulièrement nuageuse, que ce soit le matin ou l'après-midi. Il fera de 8 à 12 degrés. Même chose pour mercredi, de la grisaille et des températures allant de 7 à 10 degrés. Jeudi, toujours des nuages, mais accompagnés de pluie, cette fois, comptez de 7 à 9 degrés. Vendredi, de la pluie dans la matinée, laissant place à quelques éclaircies dans l'après-midi. Il fera de 7 à 10 degrés. Le soleil qui sera de la partie le week-end prochain. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Et avant de nous quitter, nous avons une pensée pour le prince Jacques et la princesse Gabriella qui fêtent aujourd'hui leur 4e anniversaire. Bonne soirée à tous.